Rickson Gracie, le mythe, la légende, le samouraï des temps modernes, c'est peut-être le plus grand combattant, en tout cas le plus iconique, le plus légendaire de l'histoire du jiu-jitsu brésilien, de par son aura et aussi son influence sur toutes les générations qui ont suivi jusqu'à Tainan Dalpra aujourd'hui, on va le voir, qui s'est inspiré aussi de Rickson Gracie, notamment de sa philosophie et de son mindset. Il est invaincu, il est mythique, il est mystérieux, mais ce qui le rend vraiment unique, je trouve, c'est son approche mentale, sa préparation mentale et tout ce qu'il a mis en place, tout ce qu'il avait compris déjà à son époque. Aujourd'hui, on va décrypter les piliers de sa préparation mentale, on va parler de respiration, de méditation, de bain froid, d'embrasser l'inconfort, de transformer les contraintes en levier, et on va parler aussi des valeurs martiales. J'ai sélectionné toute une série de passages, de vidéos, podcasts, interviews en anglais, en portugais. Je vais tout traduire. On va décrypter tout ça ensemble et voir ce que vous pouvez intégrer dans votre préparation mentale à partir de tout ça. C'est parti, la préparation mentale de Rickson Gracie. Et ici, on commence avec de la méditation de pleine conscience, de la mindfulness. On verra plus tard les exercices de respiration. Là, vraiment, pour moi, on est sur de la méditation classique. Ici, l'objectif est la maîtrise de l'attention, la concentration, la reconcentration, la présence, la pleine conscience. Rickson, il est ici dans une sorte de cabane qu'il a fabriquée à la mort de son fils. Rickson a perdu un de ses fils euh, très jeune dans des circonstances assez tragiques et mystérieuses. A priori, je crois qu'il serait mort d'une overdose et c'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté mentalement, émotionnellement. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est réfugié un petit peu dans ce projet-là de construire cette cabane dans un arbre, là où il habitait. Et donc, on le voit, il s'est posé là sur sa passerelle et il fait une méditation qu'on pourrait assimiler, je pense, à une méditation de pleine conscience, mindfulness. Donc ici, l'exercice en soi est simple, l'intention de l'exercice est simple, c'est de développer cette qualité d'attention et de présence, d'être capable d'observer quand son mental part un peu dans tous les sens, quand tu es détourné, happé par une pensée, peu importe cette pensée. Et donc, c'est pas ne penser à rien comme certaines personnes peuvent le croire. C'est s'entraîner plutôt à ne penser qu'à une seule chose à la fois. À porter son attention, sa concentration sur un objet, qui souvent va être la respiration, mais dans la méditation de pleine conscience, on n'intervient pas, on laisse la respiration se faire naturellement, on pose sa concentration dessus, et très vite, il va y avoir une pensée, il va y avoir de l'agitation mentale. Et plutôt que de la fuir, on essaye de se familiariser avec ça, à observer son mental qui part et à l'aider à l'entraîner à revenir à l'instant présent. Donc on voit qu'il adopte une posture droite, digne. Ok, il ferme les yeux et sûrement qu'il pose son attention sur sa concentration. Et quand une pensée, une rumination va l'en détourner, il revient sur sa respiration. Pour finir, sur la méditation, c'est une pratique extrêmement bénéfique en préparation mentale. Le fait de prendre un moment chaque jour pour observer son mental, l'apprivoiser un petit peu, c'est juste un game changer. Les gens pensent que c'est un truc hippie, perché, un peu doux. Non, c'est une approche hyper tranchante et hyper bénéfique dans l'optimisation du bien-être et de la performance sportive. Les neurosciences et la psychologie du sport ont montré aujourd'hui à quel point ça avait un impact positif sur la performance athlétique. La plupart des gens passent leur temps à fuir ça, à se distraire, à se divertir pour surtout pas être confrontés à ces pensées, ces ruminations, cette agitation intérieure qu'on peut tous avoir. Donc juste 5 minutes par jour, c'est une routine d'hygiène mentale et de préparation mentale qui est très très importante, qui est utilisée par les plus grands athlètes aujourd'hui, que ce soit dans les sports de combat ou même dans d'autres sports. Ok? Étant donné que la majorité des gens ne font pas ça parce qu'ils trouvent ça trop inconfortable, et c'est normal que ça le soit, surtout au début, et même moi aujourd'hui, après 5-6 ans à méditer tous les jours, il y a des jours, c'est difficile, c'est inconfortable. Je pense que ceux qui adoptent, qui intègrent cette pratique
développe un avantage mental énorme sur le reste. Ok, c'est pas une technique de relaxation, hein. C'est vraiment un entraînement qui te permet de créer un petit espace là entre tes pensées, ton mental, tes réactions. Et en créant cet espace-là, tu réponds à ce qui se passe plutôt que tu ne réagis après. Ça te permet de développer plus de calme intérieur, de maîtrise de soi, de présence dans ton quotidien, à l'entraînement et en compétition. Et c'est hyper important, surtout dans ces moments chaotiques où le stress, l'émotion, la pression est plus importante. Donc, la méditation, ça va pas régler tous tes problèmes, mais ça va pas les empirer non plus. Au contraire, ça va t'aider à faire preuve de plus de maîtrise, de tempérance quand tu en auras le plus besoin. C'est ça que Rickson Gracie avait compris déjà, sans qu'il y ait peut-être à cette époque-là tout l'éclairage qu'on a aujourd'hui des neurosciences et de la psychologie du sport sur comment ça marche. Ok? Et vous voyez, il n'y a pas besoin d'encens, de cristaux, de gongs, de trucs magiques. Lui, il fait dans cet endroit, dans sa cabane. Tu peux le faire chez toi, dans ta chambre, sur ton canapé. Assis-toi, observe ta respiration, observe le mental qui s'agite, qui part à droite, à gauche. Entraîne-toi à le ramener à la respiration, à la présence, à la pleine conscience. Tu peux le faire à peu près partout, à peu près tout le temps. Ok? Les plus grands combattants pratiquent la méditation. Je t'invite à intégrer cet exercice dans ta préparation mentale également. On avance avec une interview qui est juste géniale, un podcast avec Jocko Willink, donc qui a préfacé aussi son livre, le livre de Rickson Gracie, Bruce, dont je vais vous lire quelques passages là. Et dans ce podcast, il aborde notamment les questions de la respiration. On voit ce qu'il a à nous dire. That routine for 3 minutes. No stress can keep on because I have to control. I have to integrate motion and movement, breathing and movement together. And as I start to play on this, nothing can be like, I cannot think about, oh, the time to travel. I have to go to San Diego to... Donc là, c'est cool, c'est intéressant. Il explique un des intérêts des exercices de respiration. Là où ce qu'on a vu juste avant la méditation de pleine conscience, tu n'interviens pas dans la respiration. Tu poses juste ta concentration dessus et très vite, tu es détourné par l'agitation du mental. Ici, ce qu'il nous dit, ce qui est intéressant avec un exercice de respiration, où tu vas devoir intentionnellement jouer avec le corps, le physique, pour faire bouger ton ventre, tes poumons, ton diaphragme, on va le voir un peu plus précisément après, eh ben, tu es tellement focalisé sur l'aspect physique, l'aspect moteur, l'aspect mouvement, que à ce moment-là, tu n'es plus justement dans des ruminations, dans des pensées. Et c'est ça qui peut être intéressant selon Rickson, aussi dans les exercices de respiration. C'est que ça t'immerge tellement, ça demande tellement de concentration, de bien faire bouger ses poumons, son diaphragme, les muscles accessoires qui sont responsables de la respiration, que ça t'immerge totalement là-dedans et ça t'empêche à ce moment-là d'avoir des pensées et des ruminations. Tomorrow, I have to give my daughter whatever it is. You have to refresh because the way you breathe, you can really clean your mind. Là, ça devient intéressant. Il dit, la façon que tu as de respirer peut t'aider à vraiment clear your mind, avoir de la clarté mentale. The way you breathe, you can lower your heart rates. Tu peux faire descendre ton rythme cardiaque. For fighting, for example, I was doing, like I get an event 3 hours before the event. Et donc là, il commence à parler de ses routines de compétition et de comment il a intégré les techniques de respiration dans ses routines de compétition de combat. Il dit qu'il arrive 3 heures avant le début du combat, avant l'événement. My fight. So I go to the locker room, sleep for hour and a half, hour 40 minutes. Il dort. Lui, c'est son truc. Il va dormir pendant 1h30. By will, I just breathing, my relaxed breathing, I can sleep deeply. Justement, en se servant de sa respiration, en étant vraiment là dans une respiration profonde, de la relaxation profonde, ça l'aide à s'endormir. Wake up 1 hour before the fight, warm myself up for 45 minutes, putting my heart rates to 160.
Et donc, 1 heure avant le début du combat, là, il démarre son échauffement. Et il fait monter son cœur très très haut, il dit. Il parle de 160 battements par minute. Donc, il fait monter son cœur très très haut. Il fait un échauffement très intense. 140 to really break the sweat and make sure I'm cool. And then sit for 5 minutes and bring my heart rate to 65 heartbeats a minute. Et donc là, il va utiliser maintenant des techniques de respiration pour faire redescendre son rythme cardiaque à 60-65 battements par minute. Il monte très très haut pour s'échauffer, transpirer, être vraiment chaud, bouillant. Et ensuite, il refait descendre son rythme cardiaque. So I was deeply hot, ready to go with my heartbeat. Tum, tum. Donc il est à la fois chaud, activé physiquement, et son cœur, son rythme cardiaque est lent et calme et maîtrisé. Tum, tum. So I see my other opponent on the other side of the ring jumping around. He's already 85, 90. So when I engage not to make some kind of nice rhythm. I try to improve, press the gas and let's go for power. So we do everything we can do. So if I'm struggle, you cannot rest. You have to keep up with me. So when I'm 80, you 110. Donc là, après, il parle de l'aspect tactique, stratégique, que finalement, lui, il arrive, il est vraiment chaud, mais il a un rythme cardiaque bas, donc il est calme, il est concentré. Là où son adversaire peut-être n'a pas fait cette démarche-là, et déjà un rythme cardiaque un petit peu plus élevé. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va rentrer dans le combat à fond. Il va s'engager à fond directement dans le combat pour continuer à faire monter le rythme cardiaque de l'adversaire. When I'm 110, you 150. Donc lui, son rythme cardiaque va monter aussi, sauf que le rythme cardiaque de l'adversaire est déjà vachement plus haut. When I'm 150, you're already trying to. I had a heart attack. Yeah. So Tu vois, moi, quand je suis arrivé à 150 battements par minute, c'est bon, toi, tu as déjà fait une crise cardiaque. En gros, tu es déjà exhausted, tu es déjà oxy, quoi. T'en peux plus. start to regroup and start to seeking for air, and that's time normally where mistakes happen, and I really. Et c'est à ce moment-là, quand tu es trop haut dans le cardio, quand tu es trop fatigué, tu es trop excité, que tu fais des erreurs, que tu as moins cette clarté mentale, cette capacité à penser clairement et à agir efficacement. Tu fais des erreurs. Et lui se sert de ça après pour finir, soumettre son adversaire. Make close the deal. So breathing become my best friend, not only to control my emotions, to keep my heart rate in the best performance, to recoup. Donc c'est intéressant, il dit que la respiration est devenue son meilleur allié, à la fois pour l'aspect émotionnel, mental et émotionnel, et à la fois sur la dimension physique. So to be controlling panic, controlling emotions, become calm to strategize. C'est ce qui lui permet d'être calme pour pouvoir stratégiser, être stratège, être réfléchi, être intelligent, calmer ses émotions, calmer la panique, le stress qu'il peut y avoir. Everything coming from this capacity within to control yourself by breathing. So I felt like it was a great addition to my practice and makes a huge change in my life. Il témoigne d'à quel point intégrer la respiration, les exercices de respiration dans son entraînement a fait une énorme différence. Et c'est vrai qu'on le voit, il dit que ça agit à la fois sur l'aspect mental et sur l'aspect physique, qui sont 2 des 4 piliers de la performance. D'ailleurs, les 4 étant liés, en étant plus calme, en étant plus concentré et en étant moins fatigué, moins vite, l'aspect mental et l'aspect physique, il peut penser plus clairement, agir plus efficacement, ce qui a un impact positif aussi sur sa précision technique et sur son intelligence tactique. Donc les 4 piliers de la performance, technique, tactique, physique, mentale, s'entretiennent les uns les autres. This is something that I connected the dots on a few years ago because people would ask me, I would say, listen, when things are going bad, you have to stay calm. You have to learn how to, control your emotions and don't get all excited about something when things are going wrong. And people would say, well, how do you do it? Joko, lui,
partage son expérience. Il dit, ben, à un moment donné, j'ai compris que quand les choses peuvent tourner mal, quand il y a du stress, quand il y a de l'enjeu, quand ça devient chaotique, c'est hyper important de rester calme, de ne pas céder à la panique, de contrôler tes émotions. Comment il fait? And one of the things that I realized that I would do is, so in the military, you have a radio with you. And when you talk on the radio, everybody can hear you. And in the military, it's very frowned upon if you get on the radio and you are emotional, if you scream, help over here, if you panic like this. So Là, il dit que donc c'est un ancien militaire des forces spéciales, Joko. Tu as une radio pour communiquer avec les autres. Et c'est très mal vu, c'est très mal perçu de parler à la radio en criant, en étant dans l'émotion, en cédant à la panique. every time I ever talked on the radio, my goal was to never sound panicked, never sound emotional. Donc lui, son but, c'était à chaque fois qu'il allait parler dans la radio, c'était de surtout pas paraître paniqué, émotionnel, stressé, débordé par l'émotion. No matter what was going on, sound very calm and cool. So that means when Et donc de rester très calme et cool, composed, en maîtrise. ever things were going crazy and I was about to have to get on the radio, what would I have to do? Breathe. I had to breathe. I had Et donc c'est là qu'il utilise la respiration. Juste avant de parler dans la radio, il se passe quelque chose, c'est un peu la folie autour. Il va devoir communiquer par la radio. Et là, il utilise la respiration. to take a breath. And so it's the same thing. It's just that something that I was doing so that I could, I'd be, there's got stuff going on over here. Okay, I'm about to talk on the radio. Hey, this is Jocko. We need about 10 more guys down to this building right now. And that, me taking control of my breath also would help me get into a controlled emotional state where I'm not losing my mind. Yes. Donc le fait de prendre juste ce petit temps-là pour respirer, et on l'a vu et on l'a entendu, plutôt souffler, plutôt expirer, c'est ça qui va calmer, réguler le système nerveux, le mental, le corps. Ça l'aide, ça lui permet de rester plus calme, plus en maîtrise. Et il le dit, et on le voit, que ça soit du JJB, un combat de JJB ou de MMA, sport de combat, que ça soit l'armée. Qu'est-ce qu'on te dit toujours? Que ça soit par exemple quand il y a un incendie, quand il y a le feu, quand il y a un tremblement de terre. Quelle est la première chose qu'on te dit de faire? Reste calme. Restez calme. Ça, c'est un des piliers de l'approche de Rickson Gracie. C'est d'être capable de rester calme. C'est pour ça que moi, un de mes mantras, c'est les athlètes les plus calmes sont les plus performants. Quand il y a le feu, reste calme. Quand il y a un tremblement de terre, reste calme. Quand tu es militaire, qu'il y a le feu aussi, peut-être il y a des tirs, il y a une action, enfin ça devient fou, reste calme. Quand tu fais une compétition, un combat de JB, de MMA, de boxe, autre chose, reste calme. Perdre son calme, c'est perdre sa clarté mentale et sa capacité à penser et à agir efficacement. Donc ça, c'est un des piliers de l'approche de Rickson Gracie. That's very powerful. From jiu-jitsu. Yes, because the breathing system, or because you stay 7 days without food, you stay 3 days without water, 5 minutes without oxygen is already dead. Yes. C'est intéressant, il dit la respiration, à quel point c'est peut-être le premier pilier de la performance et même de la santé. C'est que tu peux rester 7 jours sans manger, sans problème. Tu peux rester 3 jours sans boire, sans problème. Tu peux pas rester 3 minutes sans respirer. Enfin, en s'entraînant, tu peux faire des phases d'apnée plus longues que ça. Mais c'est très très court, tu peux pas rester longtemps sans respirer. So the efficiency of the breathing system is very needed, and people take this for granted. They don't. Oh, I born, I get slapped on the butt, and you are alive and well, and you can live like if you don't train in breathing. Là, c'est intéressant aussi, il dit qu'en fait, les gens, ils prennent ça pour acquis. Ah ben, je respire tout seul, mon corps respire, donc j'ai pas à l'entraîner, quoi. Rickson Gracie avait compris que si, c'est un entraînement.
Il faut s'entraîner à respirer, à bien respirer, à jouer avec sa respiration, à être capable de l'utiliser pour différents objectifs, avec différentes intentions. It's like your biceps. It's like your strategies, your techniques, your jiu-jitsu. If you don't train in the breathing system, you're going to work with 40% less the capabilities to really refresh yourself, hyperventilate, bringing yourself to a next level of understanding. Because if you get tired and you don't know how to hyperventilate, you get tired and your mind starts to phase. Il dit, là, par exemple, en ne t'intéressant pas aux techniques de respiration, à la respiration, tu perds énormément de tes capacités de performance. Par exemple, quand tu commences à hyperventiler, il y a des techniques qui peuvent te permettre de reprendre ton souffle, de reprendre un état mental et physique plus propice à performer et à combattre plus rapidement. To fade a little bit. You start to making poor decisions. You start to get completely off your game because it's not Sinon, tu te crames, tu peux plus, encore une fois, penser clairement, tu prends de mauvaises décisions, tu peux plus être concentré sur le jeu, sur la tâche, sur le combat. oxygen enough for the brain and the body. But if you know how to hyperventilate, you can have cramps, acid lactic all over. You cannot even move well, very tired, but your brain is still sharp. You can see details, you can see. Et donc, avec certains exercices de respiration, tu peux reprendre plus rapidement, mieux oxygéner ton cerveau, en fait, c'est ce qu'il dit, hein. Mieux oxygéner ton cerveau pour regagner en lucidité rapidement. Même si physiquement, tu es un peu cramé, tu congestionnes, tu as besoin que ton cerveau, lui, il pense clairement. The girl smile at you, you can see the surfboard, you can see everything you want to see and talk because your brain is still fresh. And that's the capacity you have to learning how to hyperventilate and use the diaphragmatic breathing, which improves your life like a ton. Et donc là, on arrive à la respiration diaphragmatique, à la maîtrise du diaphragme, qui est peut-être le muscle principal responsable de la respiration et qu'il faut apprendre à connecter, la connexion neuromotrice, la connexion cerveau-muscle pour apprendre à maîtriser son diaphragme, à jouer avec, ce qui est juste un game changer dans la vie de Rickson Gracie. Artist. Ok, donc vous voyez, Rickson, ça a été un des pionniers dans l'exploration de la respiration à travers pas mal de techniques de pranayama. On va le voir, là, on va y arriver. Donc les pranayama, c'est l'ensemble des techniques de respiration issues de la tradition du yoga. Il a mis en lumière comment, en tout cas, une respiration consciente, contrôlée, maîtriser sa respiration, maîtriser son diaphragme, peut aider à gérer son état mental dans la vie, comme en compétition, en combat. Il a vraiment exploré profondément cet aspect-là et ça l'a amené à pouvoir atteindre via la respiration des états de relaxation, de méditation profonde, d'activation, de concentration, de lucidité. Maîtriser son souffle, maîtriser sa respiration. C'est quelque chose, un des piliers, encore une fois, de la préparation mentale de Rickson Gracie. Et ça passe par maîtriser donc les muscles qui sont responsables de la respiration, le diaphragme, les muscles accessoires, les intercostaux, la sangle abdominale. On va voir comment Rickson Gracie joue avec tout ça, avec cette mécanique respiratoire. Ok, donc là, on arrive justement So those elements. aux exercices de pranayama, donc les exercices de respiration issus du yoga. On regarde. I try combine. Voyez ça, la maîtrise du diaphragme. Déjà à faire, peut-être pour vous donner du concret, amener de la conscience sur la respiration au quotidien et à l'entraînement. Première chose, amener de la conscience. Juste, ok, comment je respire ? J'amène de la conscience sur ma respiration au quotidien, dans la vie de tous les jours et à l'entraînement. Adopter une respiration nasale. Ok ? Ça va être le plus important en termes de performance. Après, on peut jouer avec différents types de respiration, etc. La première chose à essayer de faire, c'est amener de la conscience sur la respiration et adopter une respiration nasale. Après, on peut varier, on peut commencer à jouer avec sa respiration, avec le diaphragme. Mais il faut d'abord, je pense, développer une bonne conscience de sa respiration.
Tu apprends déjà à conduire, à comprendre le volant, les pédales. Après, tu peux piloter, tu peux drifter. Ok, tu peux jouer et accéder à des états vraiment de relaxation ou plutôt d'activation. Ok. Là, on arrive donc sur le pranayama. On regarde un peu cet exercice-là. Sometimes when I make my routines, I get in a very Donc là, on est sur une respiration très intense, très active. Pour revenir sur les pranayamas pour commencer, les yogis disent qu'il suffit d'observer comment une personne respire pour connaître son état physique et psychique. C'est aussi vrai, je pense, sur le tatami, sur le ring. Si on observe bien comment quelqu'un respire, ça peut nous donner beaucoup d'indices sur comment il se sent à l'intérieur. Le pranayama. Les pranas, c'est l'énergie vitale pour le yoga. Pour la tradition, la science du yoga, prana, c'est l'énergie vitale. Donc il y a une dimension énergétique, pas seulement mécanique, physique, mentale et émotionnelle. Traduire pranayama par exercice de respiration, finalement, c'est un peu réducteur. Les pranayamas, à la base, ce sont des exercices de respiration, oui, mais la portée, le but de ces pratiques-là, elles sont plus profondes. C'est une espèce d'accumulation et de contrôle conscient de ces énergies vitales. Ici, la technique de respiration, de pranayama qu'il utilise, c'est celle qu'on appelle Kapalabhati. On pourrait le traduire comme crâne brillant. Crâne brillant parce que cette technique, quand tu la fais bien, elle te fait un peu frétiller le crâne. Ça te fait des sensations vraiment de picotement, de frétillement. On est sur une expiration brutale, une forte contraction du diaphragme, de la sangle abdominale, pour expirer l'air très fort, très brutalement. L'inspiration, elle se fait naturellement. Le corps, il inspire tout seul et t'expire fort derrière. Et c'est des rafales comme ça, brèves, d'expulsion d'air et d'inspiration passive. En général, t'enchaînes des séries de 20, 30 expirations par le nez, comme ça. Certains peuvent monter à des séries de 100, ok, avec des pauses où on respire plus lentement, on reprend une respiration normale, ou parfois aussi entrecoupé de phases d'apnée, poumon vide en général, poumon plein, ça peut le faire aussi. Ça fait pas mal de picotements dans la tête. Il y a une oxygénation très forte du corps, une activation, une tonicité qui se crée. C'est plutôt une technique qui va t'activer, okay, qui va te réveiller, qu'une technique qui va te relaxer. C'est pas accessible, je pense, à tout le monde au début. Il faut plutôt commencer par maîtriser une respiration calme, consciente, contrôlée, maîtriser son diaphragme, les différents muscles accessoires, la sangle abdominale, et petit à petit, on peut aller sur des exercices plus techniques, plus intenses, plus exigeants, comme celui-là, la Kapalabhati. special stage of meditation. And this is beautiful because I'm able to exercise and totally clean my mind and keep myself in the present moment. Donc là, il le dit, ça lui permet aussi, justement, ces exercices-là, d'être totalement détaché de tout le reste, de clarifier son esprit, d'être dans le moment. Ça lui permet aussi d'atteindre des états méditatifs assez intéressants. On voit là comment il arrive à jouer avec son diaphragme, à aspirer ses poumons à l'intérieur. Control yourself mentally and physically. You can really understand your fears and your emotional stress. Ça, pour le coup, vraiment, ce qu'on voit là, c'est pas donné à tout le monde, hein. Moi, par exemple, j'en suis pas du tout là. Je pratique beaucoup les exercices de respiration. J'ai fait beaucoup de yoga. Là, la maîtrise qu'il a de son diaphragme, de la sangle abdominale, c'est impressionnant. Il a vraiment travaillé sérieusement là-dessus. Il a peut-être des prédispositions, des facilités, mais n'empêche qu'il a vraiment travaillé sérieusement sur tout ça. Là, on est plus sur un massage. Ça crée une sorte de massage ventral, un massage des organes à l'intérieur aussi. Ce qu'il fait là, ça pourrait s'associer à ce qu'on appelle Uddiyana Bandha. Les bandhas, encore une fois, dans les pranayamas, dans le yoga, c'est des contractions musculaires. Bandha, ça veut dire verrou. Dans le yoga, ce serait plutôt du coup d'espèces de verrous énergétiques. On va verrouiller l'énergie dans un endroit du corps
et la faire circuler dans cet endroit-là. Uddiyana Bandha, c'est celle qui a ici, là, au niveau de la sangle abdominale. Ok, souvent, on fait une apnée poumon vide et on va absorber son nombril vers le haut. Ça agit sur le système nerveux et les glandes endocrines. Ça stimule plein de choses à l'intérieur. Ok, ça a une influence sur la circulation sanguine, sur le système nerveux, sur le système endocrinien, sur la sécrétion d'hormones. Et on se sert vraiment du diaphragme et de la sangle abdominale là, pour soulever le nombril, rentrer tout ça à l'intérieur. Souvent dans une phase d'apnée, lui, il fait plusieurs allers-retours, il joue avec comme ça, et il a vraiment développé une sacrée maîtrise de tout ça. Précision, ce sont des exercices qui sont à faire plutôt avec l'estomac vide, parce que tu vois bien que tes poumons, ils descendent en fait, et ils s'appuient un petit peu sur, pas directement sur l'estomac, mais je pense que tout le monde l'a déjà senti, quand tu as trop mangé après un repas, tu n'arrives pas bien à respirer. Tu vois, ça bloque un peu le passage, l'expansion des poumons, de la cavité thoracique. Ces exercices-là sont plutôt à pratiquer à jeun. Du coup, c'est ce que je voulais dire. Ok, donc là, on arrive à un nouveau pilier, je pense, de la préparation mentale de Rickson Gracie. On en a déjà un petit peu parlé. C'est le calme, la maîtrise de soi, et notamment le fait de trouver du confort dans l'inconfort, de rester calme dans le chaos, dans les mauvaises positions, ce qui est hyper intéressant dans le jiu-jitsu et dans les sports de combat. On se retrouve souvent dans des positions très inconfortables et très difficiles. Donc rester calme, lucide, te permet de penser clairement et d'agir efficacement. Le calme, c'est un prérequis pour accéder à la réponse appropriée, exécuter le bon mouvement, rester précis techniquement, rester intelligent tactiquement. Les bains froids, l'exposition au froid sont un fabuleux moyen de développer ce calme, cette maîtrise de soi et le fait de trouver du confort dans l'inconfort. Donc on le voit là, il est dans une rivière, je crois au Japon. Il y a même de la neige et les montagnes, donc l'eau doit être très très froide. En plus de ça, l'eau circule. Donc quand tu es dans un bain froid statique, ton corps crée une petite pellicule d'eau un peu plus réchauffée autour de toi. Alors que quand l'eau circule, ben là, l'eau, elle est jamais juste un peu plus chaude juste autour de toi. Elle est toujours en circulation et c'est toujours aussi froide. On voit qu'il utilise la respiration. Parce que j'aime bien cette expression, c'est que dans les bains froids, les masques tombent. Tu peux être le plus solide, le plus guerrier, faire le mec qui a confiance en soi, qui a peur de rien aux gens, je sais pas quoi. On te met dans un bain froid et on voit comment tu réagis. Et en général, les masques tombent. Donc là, il utilise la respiration. Quand tu te mets dans un bain froid, dans une douche froide, dans une rivière glacée, en général, tu as tendance à respirer hyper fort. Respiration très haute là dans les poumons, tu paniques en fait. Ton corps panique concrètement, ce qui est assez normal. Et donc là, il va falloir essayer de ramener du calme, notamment grâce à la respiration. Revenir à une respiration ventrale, diaphragmatique, nasale, calme, contrôlée. Donc ça, c'est un des piliers de la préparation mentale de Rickson Gracie, c'est se confronter à l'inconfort et même à la peur globalement. Dans le livre de Rickson Gracie, il décrit bien les nombreuses formes à travers lesquelles il s'est confronté à l'inconfort et à la peur durant sa vie. S'exposer au froid, s'enrouler dans des tapis, ça c'est un passage, une anecdote un peu marrante qu'il raconte dans le livre, c'est qu'il s'entraînait avec ses frères et un jour il a tapé à cause de la pression, de l'asphyxie, pas un étranglement ou une clé, vraiment, il y avait trop de pression sur lui, il a tapé. Et il s'est dit, ah non, ça c'est pas possible, ça peut plus m'arriver. Donc il a demandé à un de ses frères de l'enrouler dans un tapis pour s'entraîner finalement, se mettre dans cet inconfort-là et réussir à se calmer, à se maîtriser, à mieux apprivoiser cet inconfort-là, de la pression, de l'asphyxie qu'on peut ressentir par moment. En affrontant des adversaires apparemment beaucoup plus forts aussi. Il décrit très bien comment affronter en tout cas toutes ces peurs a été un élément essentiel dans sa préparation mentale, dans son renforcement mental. C'est dans cette confrontation à l'inconfort là
qu'il a développé sa force mentale, son calme, sa lucidité. Attention, vigilance, disclaimer aussi, attention à respecter une forme de progressivité et d'intelligence dans cette démarche. On ne veut pas prendre des risques inconsidérés. Si on se confronte à un inconfort, à une difficulté raisonnable, le corps derrière va pouvoir créer des adaptations, le mental aussi. Mais si on se confronte à une contrainte trop importante, on va juste casser. Si on prend l'exemple de la musculation, si je me mets sous une barre de squat à 200 kg pour commencer, je vais juste me casser en deux. Non, peut-être que je commence par une barre à vide, puis 50 kg, puis 70. Il y a une progressivité qui fait que petit à petit, le corps se renforce. Dans l'inconfort, sur l'aspect préparation mentale, pareil, on veut respecter une progressivité dans cette démarche. Et petit à petit, transformer ces contraintes, cet inconfort en levier. Et voir comment ça nous permet de grandir, d'apprendre, de nous dépasser. Rickson Gracie, il en parle beaucoup dans son livre, dans sa préparation mentale. Il a connu l'addiction, la séparation, la dépression, le deuil. Et à travers ces moments difficiles qui peuvent nous arriver à tous, c'est la vie, eh ben, sa résilience, il a quand même une grande résilience, lui a permis de transformer ces épreuves-là en opportunités de croissance, de développement personnel et quasiment spirituel. On va y arriver après avec la dimension martiale, vraiment les valeurs et le code du samouraï qu'il a embrassé. Là, il dit à quel point ça lui a permis d'apprendre à se connaître, de s'exposer au froid, l'exposition au froid. Encore une fois, les masques tombent. Tu vois qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, tu vois ce dont tu es capable ou pas, tu vois direct comment ton corps et ton mental réagissent. Et c'est un exercice finalement, ce qu'il dit, d'introspection qui te permet de mieux apprendre à te connaître et d'apprendre à te maîtriser. Et pareil, dans l'exposition au froid, il y a une progressivité à respecter. On peut commencer par une douche froide, on peut commencer même par une douche normale, chaude on va dire, et finir par 30 secondes de douche froide. Après on fait juste une douche froide, puis on prend un bain froid, puis on va sur des températures un petit peu plus basses, puis on va rester plus longtemps. On ne saute pas dans une rivière gelée comme ça, peut-être direct pendant 10 minutes. Il y a une progressivité à respecter. Il décrit à quel point la sensation, le feeling que tu as dans l'eau froide, et après je trouve aussi les expositions au froid sont intenses et sont... c'est kiffant. En vrai, quand tu commences un peu à t'exposer au froid, à faire des bains froids, des bains glacés, c'est assez intéressant comme sensation. C'est assez ouf, même après, tu as des sensations physiques et même mentales qui sont assez intenses. Il y a beaucoup d'adrénaline, je pense, là-dedans. Ça te permet de traverser un petit peu l'anxiété, le stress que ça crée au départ. Tu es obligé de lâcher prise et d'accepter. C'est vrai que quand tu es dans le froid, tu peux pas lutter et te dire que c'est pas froid. Tu es obligé d'accepter que là, c'est froid. Et de plutôt te concentrer sur OK, comment je réponds à ça? Comment je fais pour me calmer, rester calme, rester serein et traverser cet inconfort. Just close. It's almost when you're gonna die, you know, but it's a pleasure. It's not the pain and the uncomfortable just disappear. And it's just... Ce qu'il dit, c'est que tu arrives après à trouver un peu de plaisir dans la douleur et l'inconfort que ça crée. C'est vrai que le bain froid, ça fait mal. C'est comme si ça t'écrasait un petit peu les mains et les pieds surtout. Moi, c'est ce que ça me fait. Il y a une douleur et il faut que tu arrives à trouver un petit peu de plaisir, peut-être de sens là-dedans pour le traverser, dépasser cet inconfort-là. Ok, donc là, on arrive à Rickson Gracie dans les bois au Japon. Ça, il en parle aussi dans le livre pas mal de sa préparation pré-combat. Quand il combattait au Japon, il venait toujours en avance pour passer un moment à s'isoler dans les bois
être en contact avec la nature, être un peu seul avec lui-même et se préparer, se conditionner mentalement et physiquement pour son combat. Donc là, on le voit marcher dans la forêt et faire des exercices de respiration. Vous voyez, on va plutôt être sur de l'activation, des grandes inspirations, des inspirations très fortes, très toniques, qui vont plutôt activer, amener de l'énergie. Ok, donc là, je voulais vous montrer à quel point l'influence de Rickson Gracie, euh, elle est importante encore aujourd'hui dans le Jiu-Jitsu. Tainan Dalpra et Rickson Gracie ont passé pas mal de temps ensemble. Ils se sont rencontrés plusieurs fois. Tainan Dalpra est allé à la rencontre de Rickson Gracie, il l'a sollicité, notamment pour qu'il puisse lui transmettre son savoir, son expérience, son expertise sur la respiration. Et donc là, on voit Tainan Dalpra en train de pratiquer des exercices de respiration, inspirés, même directement enseignés, je pense, par Rickson Gracie. Il maîtrise son diaphragme, sa respiration. Il expire par la bouche. On est plutôt là sur une technique de respiration qui vise à du coup l'apaiser, le calmer, calmer le corps, calmer le mental. Je reviens un petit peu en arrière pour qu'on voit. A priori, il inspire par le nez, il expire par la bouche, je pense. On est sur une respiration ventrale, diaphragmatique, calme, consciente, contrôlée, plutôt pour aller vers un état de calme et de relaxation. Ok, maintenant, on va regarder ensemble quelques passages de cette interview qui est en portugais. Je vais continuer à traduire ce que dit ici Tainan Dalpra parce qu'il parle de ses rencontres avec Rickson Gracie et de comment ça l'a aidé à développer notamment l'aspect mental. Donc là, il dit, pour te préparer au Crown, t'es parti prendre des cours privés, des cours particuliers avec Rickson Gracie. Donc il dit, voilà, le journaliste dit, on sait à quel point Rickson Gracie a été important dans le développement et dans l'expansion du jiu-jitsu brésilien. C'est vrai que ça a été une figure hyper importante. Et même en France, pour nous, il me semble que l'origine du jiu-jitsu brésilien en France est directement reliée à Rickson Gracie. Les premiers à avoir fait du jiu-jitsu brésilien en France, il me semble que c'est des élèves directs de Rickson Gracie qu'ils ont fait venir Rickson Gracie. Et que c'est ça qui a lancé l'histoire du jiu-jitsu brésilien en France. Donc peut-être qu'en France, dans le jiu-jitsu brésilien, on doit beaucoup aussi à Rickson Gracie et à ces gens qui sont allés le chercher et qui l'ont emmené pour démarrer tout simplement l'histoire du jiu-jitsu brésilien en France. Donc il disait, là, Tainan dit, les premières fois que j'ai rencontré Rickson, je savais pas trop mettre, je savais pas trop quoi dire, j'étais assez impressionné. Et petit à petit, j'ai développé une relation plus personnelle avec lui. Ça, là, il dit, dans la vie d'un combattant, on a toujours plein de questions, on a toujours plein de choses en tête. Às vezes é difícil você tirar essas dúvidas com alguém. Et on a des doutes et parfois c'est difficile de livrer, de partager ses doutes à Assim, do quelqu'un. seu dia a dia. Là, Tainan dit que ce qu'il admire et ce qu'il respecte et ce qu'il intègre lui-même dans sa posture de Rickson Gracie, c'est cet état d'esprit de samouraï, c'est cet esprit samouraï. Il dit beaucoup de choses que je fais en tant que professeur et en tant que combattant sont inspirées de Rickson Gracie. É porque ele luta. Donc là, on arrive sur une partie intéressante où le journaliste donc demande à Tainan, c'est quoi un petit peu le savoir, le glitch ultime que t'as transmis Rickson Gracie. Et donc Tainan dit, moi, pendant longtemps, j'ai été très très focalisé sur le résultat. Et voyons ce qu'il dit par la suite. Então, se era um resultado positivo, eu estava fazendo tudo correto, e se era um resultado negativo, tinha o que eu precisava arrumar. Si j'avais un résultat positif, c'était que tout allait bien, tout roulait. Et si j'avais un résultat négatif, c'était que tout était nul. E, na verdade, não é isso. Na verdade, muitas vezes é o timing das coisas que vão acontecendo, né? Il dit, en fait, c'est pas ça la vérité, c'est pas tout à fait vrai. Então, eu comecei a ver o jiu-jitsu com outros olhos, assim, J'ai commencé à changer mon regard un petit peu sur le jiu-jitsu et sur la compétition. como pessoa, como que aquilo ali ia mudar realmente a minha vida, não agora, mas daqui a 5, 10 anos. E eu acho que eu estou olhando mais nessa mentalidade agora.
Eu estou mantendo a consistência no meu trabalho e deixando o resultado mesmo, plantando agora para colher no futuro. Je me concentre sur le processus, sur l'entraînement, sur la progression. Il me semble que c'est ce qu'il dit. Et je me détache un petit peu du résultat pour me concentrer sur les efforts, sur ce que je mets en place chaque jour. Ok, donc là, on arrive à un autre extrait d'un podcast génial que je vous invite à regarder en entier. C'est le Joe Rogan Podcast avec Rickson Gracie. Et donc, dans ce passage, il parle encore une fois de respiration, de gestion du calme, de gestion des émotions. Change in my life was when I learned how to breathe. Il a dit le plus gros changement que j'ai fait dans toute ma vie, c'est quand j'ai appris à respirer. I start to bring practical aspect within you who are able to control or help your brain and also help your heart. Donc là, il parle de l'impact de la respiration sur le cerveau et le cœur. Grâce à la respiration, tu peux avoir un impact direct sur comment fonctionne ton cerveau et fonctionne ton cœur. So through the proper breathing, you can control your heartbeats. Tu peux Through contrôler the ton proper rythme breathing, cardiaque. you can control your mindset. Tu peux contrôler ton état d'esprit à travers la respiration. Get calmer, control your panic, Être plus calme, ne pas céder à la panique. control your courage, control everything you need in the mental aspect. Like, if you don't learn, if you don't practice, you're never going to use the diaphragmatic breathing. Très important ici. Il décrit le fait que beaucoup de gens respirent en haut, là, dans la poitrine. Ils ont une respiration haute. Ce qui est la respiration de la peur, du stress, de la panique. Tu vois, c'est quand tu respires en haut. Et qu'il faut apprendre vraiment à respirer avec le diaphragme, à avoir une respiration ventrale, abdominale, qui finalement est une respiration diaphragmatique, Which involves the full capacity of your lungs. qui te permettent d'accéder à vraiment l'ensemble des capacités, des possibilités de tes poumons. So the diaphragm, when you learn how to move your diaphragm efficiently, you fill up your lungs in a different way. Il faut que tu apprennes à utiliser ton diaphragme efficacement pour pouvoir bien remplir tes poumons, donc être mieux oxygéné. So if I breathe right, Pour finir, ce qui caractérise pour moi la préparation mentale de Rickson Gracie, c'est aussi son code moral, ses valeurs. Les valeurs vraiment au sens moral du terme, c'est-à-dire ce qui guide ton sens de ce qui est bon et de ce qui est juste. Les valeurs, c'est des choses sur lesquelles on ne revient pas, elles sont fortement ancrées en nous. Et les valeurs de Rickson, elles sont très martiales, elles sont carrément inspirées du Bushido, du code du samouraï. Donc la droiture, le courage, la bienveillance, la politesse, le respect, la sincérité, l'honneur et la loyauté. Pourquoi c'est important aussi dans une dimension de préparation mentale? Parce que comme les valeurs sont des choses très ancrées, très fortes sur lesquelles on ne revient pas, quand tu es dans un environnement qui ne matche pas avec tes valeurs, eh bien ça crée ce qu'on appelait un conflit de valeurs. Ça crée de la friction. C'est pas génial pour le bien-être et pour la performance. Donc conscientiser ces valeurs et vivre en harmonie avec ces valeurs, c'est primordial. Ça donne du sens, ça donne de la direction, ça donne de l'harmonie à ta vie, ce qui va être hyper important en termes d'équilibre mental et émotionnel. Si tu évolues dans des environnements, dans des clubs, dans des circonstances qui ne matchent pas avec tes valeurs, tu vas toujours avoir une friction intérieure qui n'est pas du tout propice pour la performance. Avoir des valeurs clairement définies, ça a été montré par des études à quel point ça réduit l'anxiété et ça augmente la cohérence et le bien-être. Il y a des études qui ont été menées là-dessus. Un conflit de valeurs, vivre dans un environnement, une situation qui contredit tes valeurs profondes, c'est un facteur majeur de mal-être psychologique et forcément, ça va avoir un impact négatif sur tes performances. Donc, à intégrer aussi pour finir par rapport à ça, définir tes 3 à 5 valeurs principales par écrit. Pas les valeurs que tu voudrais avoir, celles vraiment qui guident tes décisions et ta vie aujourd'hui. Ça demande de s'interroger, c'est un travail d'introspection à faire, de se poser, de prendre le temps de faire ça. Et identifier peut-être dans ta vie les zones, les endroits où il peut y avoir un conflit de valeurs. C'est souvent de là que peut venir le malaise, la friction et ce qui peut nuire à ton bien-être et tes performances. Ok ?
Donc, ce qu'il y a à retenir de la préparation mentale de Rickson, c'est la méditation de pleine conscience, la respiration, les exercices de respiration, la maîtrise de la respiration, les bains froids et le fait de s'exposer à l'inconfort, d'embrasser l'inconfort et peut-être la question des valeurs, de vivre en harmonie avec ses valeurs. Voilà, c'était mon analyse de la préparation mentale de Rickson Gracie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.